À chaque fois qu'il entre sur le terrain, quelqu'un va perdre quelque chose. Parfois c'est une place, parfois c'est un système, parfois c'est toute une équipe forcée de se plier à un seul homme. Au fil des années, un truc est devenu évident. Kylian Mbappé ne fait pas que marquer des buts. Il laisse une traînée de dégâts collatéraux partout où il passe. De Messi au PSG, à Neymar qui a vu le club faire confiance à quelqu'un d'autre, à Vinicius et Bellingham au Real qui doivent soudain se battre pour exister. Et même les coachs, ils n'y ont pas échappé, parce que quand tu construis une équipe autour d'une seule star, tous les autres deviennent remplaçables. Alors c'est qui les vraies victimes de Mbappé? Les joueurs qui ont dû s'écraser, les coachs dont les plans se sont effondrés et les équipes et les gardiens qui se sont juste fait bouffer. Parce que quand Mbappé devient le centre du monde, il y a toujours quelqu'un qui paye, et le premier à payer, c'est Lionel Messi. Au fait les gars, avant de commencer, j'ai découvert un truc sympa que je voulais partager avec vous. C'est Cardsplug, un site où tu peux créer ta propre carte de footballeur comme dans FIFA. Tu mets ta photo, tes stats, ton nom, leur designer enlève automatiquement l'arrière-plan de ta photo pour que ça ressemble exactement aux vraies cartes EAFC. Tu reçois même un aperçu complet avant impression, et ils livrent partout dans le monde. Ce qui m'a convaincu de vous en parler, c'est que j'ai vu plein de retours positifs dessus. Les enfants vont complètement adorer ça. Et même nous, en tant qu'adultes fans de foot, avoir sa propre carte FIFA dans sa chambre, c'est quand même stylé, non? En plus, ils ont une promo de 40% en ce moment. Et avec mon code ELITEFOOT, vous avez 5% de plus. Le lien est en description. Je toucherai une petite commission pour aider la chaîne. Franchement, pour faire plaisir aux gamins ou juste pour le fun, c'est vraiment sympa. Quand Messi a rejoint le Paris Saint-Germain, ça aurait dû être un de ces moments de conte de fées du football. Le GOAT, réuni avec Neymar, à côté du joueur le plus explosif de la planète, Kylian Mbappé. Sur le papier, ça aurait dû être le trio offensif le plus dingue de l'histoire du foot. Honnêtement, en termes de talent pur, leur plafond était plus haut que la MSN. Mais au lieu de l'histoire, on a eu des tensions. Au lieu de l'harmonie, on a eu des égos. Et au lieu de voir Messi profiter une dernière fois du très haut niveau en toute liberté, il est devenu la première vraie victime du pouvoir de Mbappé. Soyons nets 2 secondes. Mbappé, c'est pas une star surcotée, c'est probablement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et au PSG, on lui a donné un truc qu'on ne devrait jamais donner à un joueur. Le pouvoir total. Pas juste tactiquement, mais politiquement, émotionnellement, structurellement. Même quand Neymar était dans sa meilleure forme, même quand Messi est arrivé en tant que plus grand joueur à avoir touché un ballon, le PSG a quand même tout orienté vers Mbappé. Au début, ça marchait. Mbappé et Neymar étaient proches, ils rigolaient, ils faisaient des misères ensemble. Messi était censé arriver comme la pièce manquante. Mais après, un truc a changé. Quand Messi est arrivé, Neymar a choisi son idole. Le gars avec qui il avait grandi sur le terrain, le gars qui lui avait fait croire que le foot pouvait être de l'art. Mbappé l'a senti. Il a pas juste perdu un coéquipier, il a perdu son pote. Et au lieu d'apprécier le moment genre « j'ai la chance de jouer avec le GOAT », ça s'est transformé en histoire d'amour qui tourne au vinaigre. Tu pouvais le voir sur le terrain. Des moments où Mbappé faisait des appels et ne recevait pas le ballon. Et au lieu de continuer l'action, il s'arrêtait net. Les bras levés, le langage corporel qui hurlait la frustration. D'autres moments où Neymar et Messi combinaient ensemble et Mbappé était isolé. Et puis l'inverse, des transitions centrées sur Mbappé où tout devait passer par lui. Même quand Neymar ou Messi étaient grands ouverts, en train de demander le ballon, Mbappé ne passait pas. Ils ne jouaient pas ensemble, chacun jouait pour sa gueule. Et défensivement, ils se sacrifiaient pas pour l'équipe. Et ça, c'est mortel pour une équipe. Parce que quand ils étaient vraiment connectés, quand l'ego disparaissait pendant quelques secondes, c'était terrifiant. Tu te souviens de ce but qu'ils ont marqué en moins d'1 minute? Du jeu en une touche, de l'instinct pur, magnifique. C'est cette version-là que le PSG aurait dû construire. Mais après est arrivée la politique Mbappé d'abord. Le club a paniqué. Il ne voulait pas le perdre au profit de Madrid. Alors au lieu de dire c'est l'orchestre de Messi, profiter de la musique, ils ont donné la baguette à Mbappé. Les pénaltys, la liberté, le pouvoir. Messi est devenu un passeur, un leurre, une pièce de luxe. Et voilà le truc banal. Messi a quand même livré des buts, des passes D, des moments de génie. Mais l'âme était partie. Parce que le foot, c'est pas juste une question de stats, c'est une question de confiance. Et le PSG a fait confiance à Mbappé, même si ça leur coûtait le plus grand joueur de tous les temps. D'ailleurs, à la Coupe du Monde 2022, Messi a prouvé un truc au monde entier, et surtout au PSG. Si tu lui fais confiance, si tu construis autour de lui, tu peux tout gagner. Messi a quitté Paris avec des trophées, mais sans joie. Mbappé est resté avec les clés. Et c'est pour ça que malgré toute sa grandeur, Lionel Messi est devenu la victime numéro 1. Mais une fois que le PSG avait totalement remis les clés à Mbappé, c'était plus juste les coéquipiers qui payaient le prix. Des clubs entiers ont trinqué aussi.
Et ça nous amène à la victime numéro 2. S'il y a un club en France qui entend le nom de Mbappé et se crispe immédiatement, c'est Montpellier. Mbappé pour Montpellier, c'est ce que Ronaldo était pour l'Atlético Madrid, une épine dans le pied. Saison après saison, peu importe qui était le coach du PSG, peu importe la forme de Mbappé, peu importe comment Montpellier se positionnait, le résultat était toujours le même. Il ne se contentait pas de marquer contre eux, il les démolissait. Il fonçait sur leur défense comme si elle avait insulté sa famille. Mbappé a marqué 15 buts contre Montpellier en 15 matchs, plus que contre n'importe quel autre club, avec en plus 6 passes D. Tant qu'il était en France, Montpellier, c'était son jardin. Des triplés, des doublés, il a tout fait. Il y avait des matchs où tu voyais littéralement dans le langage corporel des défenseurs, il le redoutait. Et c'est ça qui rendait le truc banal. Parce que c'était pas Mbappé à son niveau le plus létal, c'était Mbappé en mode décontracté. Si cette version Real Madrid de Mbappé les recroise un jour, il y a de fortes chances qu'on appelle une ambulance pour ramasser les corps. Montpellier a encaissé plus de buts de Mbappé que presque n'importe qui dans l'histoire de la Ligue 1. Et c'était pas parce qu'ils étaient nuls, ils savaient que ça allait arriver, et ils pouvaient rien y faire. Et quand un seul joueur transforme ton club en son jouet préféré, c'est plus de la domination, c'est du massacre. Et pourtant, aussi brutal que fut le calvaire de Montpellier, c'était toujours pas la victime la plus personnelle de toutes. Parce qu'après, c'était plus une équipe qui payait le prix, c'était l'homme qui portait Madrid dans les nuits européennes. Avant que Mbappé débarque à Madrid, Vinicius Junior vivait son meilleur moment. Réécrivons pas l'histoire, c'était son équipe. Le Bernabéu l'adorait, des gros buts, des grandes soirées, des moments en Ligue des Champions qui ont défini des saisons entières. Vinicius, c'était pas juste un ailier, c'était le moteur émotionnel du Real Madrid. Et puis, Mbappé est arrivé. Et du jour au lendemain, tout a basculé. D'un coup, les attaques de Madrid ont commencé à pencher ailleurs, plus vers Vinicius, vers l'orbite de Mbappé. Et Vinicius a dû encaisser et s'adapter. C'est là que les problèmes ont commencé. Il y a eu une période, une vraie, où Vinicius a marqué seulement 2 buts en plus de 20 matchs. Pour un joueur qui terrorisait les défenses chaque semaine, qui marquait en finale de Ligue des Champions, qui faisait du Classico son terrain de jeu perso, c'était la cata. L'arrivée de Mbappé, ça voulait dire pour Vinicius, ses zones ont changé, il touchait moins de ballons, ses décisions devenaient précipitées, sa confiance commençait à chuter. Il s'est mis à trop dribbler, à forcer les choses, à vouloir prouver qu'il comptait encore. C'est le pire endroit où peut se retrouver un joueur de son style. Tu le voyais dans son langage corporel. La frustration, les bras en l'air, les appels constants. Parce que Vinicius est passé de donnez-lui le ballon, il va se passer un truc, à qu'est-ce qu'on fait de lui avec Mbappé. Et rien que cette question, elle est dangereuse. Et le pire, c'est quand l'équipe tourne pas. C'est lui qui devient le bouc émissaire. C'est lui qu'on sort. Et ses réactions sont complètement dingues. Le Real Madrid, ils ont toujours été sans pitié avec la hiérarchie. Ils attendent personne. Mbappé, c'est le nouveau patron, le visage du club. Et Vinicius, le gars qui les a portés dans les nuits européennes. D'un coup, ils se retrouvent à se battre pour exister. Et même tactiquement, le problème il était évident. Les deux veulent la même chose, de l'espace pour attaquer, la liberté de prendre les défenseurs en 1 contre 1, des transitions rapides. Mais quand un joueur devient la solution automatique, l'autre commence à se sentir comme un plan B. Et ça te bouffe de l'intérieur. C'était pas Mbappé qui humiliait Vinicius en face, c'était pire. C'était un remplacement en douce. La confiance qui s'effrite petit à petit, l'importance qui glisse sans faire de bruit. Vinicius n'a pas perdu son talent, il a perdu la certitude que c'était sa scène. Et au Real Madrid, c'est comme ça que les stars disparaissent plus vite que prévu. Mais même si la situation de Vinicius est devenue galère, c'était toujours pas le pire. Parce que la prochaine victime, elle n'a pas juste perdu sa forme. Elle a perdu la meilleure saison de sa carrière, pile au moment où Mbappé a passé la porte. Et ça nous amène à la victime la plus douloureuse. Avant que Mbappé arrive, Jude Bellingham, il n'était pas juste bon. C'était niveau ballon d'or, inarrêtable. Sa première saison au Real Madrid, elle paraissait irréelle. Des buts de partout, des masterclass en Classico, des soirées magiques en Ligue des Champions. Et celui-là fait mal parce que, dans sa première saison au Real, Jude Bellingham a marqué 23 buts et délivré 13 passes D, toutes compétitions confondues. Un début de ouf qui a inclué la Liga et la Ligue des Champions, et qui lui a valu le titre de meilleur joueur de Liga. Ça en était arrivé à un point où les gens ne demandaient plus comment il marquait, mais comment il faisait pour continuer à le faire. Milieu, faux neuf, second attaquant, on s'en foutait. Si Madrid était dans la merde, Bellingham débarquait. Cette saison, c'était pas juste sa meilleure, c'était en train de devenir une des meilleures premières saisons de l'histoire moderne du Real. Et la suivante allait sûrement être encore meilleure. Puis Mbappé est arrivé la saison d'après, et d'un coup, tout a changé.
Pas parce que Bellingham a décliné, pas parce qu'il a arrêté de bosser, mais parce que son rôle a été sacrifié. Bellingham a été reculé. On lui a demandé de gérer les matchs, de défendre les transitions, de faire le boulot sérieux. Pendant ce temps, la lumière s'est déplacée vers l'avant. Les buts ont arrêté de venir, les appels tardifs ont disparu, les touches dans la surface se sont asséchées. Le même joueur qui apparaissait comme un fantôme en position de frappe, maintenant il lançait les attaques à 40 mètres du but. Et les gens l'ont remarqué. Les conversations sont passées de « Est-ce que Bellingham c'est le meilleur joueur du monde en ce moment ?» à « Pourquoi il galère cette saison ?» C'est à cette vitesse-là que ça a basculé. Et voilà la vérité qui dérange. Bellingham n'a pas perdu sa forme. Comme Vinicius, il a perdu sa liberté. Tout ce qui le rendait dévastateur, le timing, l'instinct, le chaos, ça a été remplacé par quelqu'un d'autre. Il est devenu l'adulte responsable pour que Mbappé puisse être la star. C'est pas une insulte, c'est un sacrifice. Et ça s'est vu. Tu le voyais dans ses hitmaps, tu le voyais dans son langage corporel, tu le voyais quand il arrivait en retard à la surface et qu'il hésitait parce que cet espace appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Mbappé n'a pas surpassé Jude Bellingham, il l'a surclassé hiérarchiquement. Et quand la hiérarchie change au Real Madrid, aucun talent au monde ne te protège de ça. Bellingham, c'est toujours l'élite, toujours classe mondiale, toujours un futur prétendant au Ballon d'Or. Mais cette saison-là, cette version de lui, elle a disparu au moment où l'équipe a arrêté d'être construite autour de son timing et a commencé à orbiter autour de l'inévitabilité de Mbappé. Et pourtant, aussi destructeur que c'était, la prochaine victime n'a pas juste perdu sa forme ou sa liberté. Elle a perdu le contrôle. Parce que maintenant on parle de l'homme qui a essayé de construire un système et qu'il a vu s'effondrer sous le poids de Mbappé. Quand Christophe Galtier est arrivé au Paris Saint-Germain, l'idée avait du sens en fait. Pressing haut, bloc compact, responsabilité collective. Galtier n'était pas venu pour faire du babysitting de stars, il était venu pour organiser le chaos. Et au début, tu pouvais le voir. Le PSG pressait plus haut, les distances entre les lignes étaient plus serrées, les milieux montaient au lieu de reculer. Mais il y avait un problème, un énorme problème impossible à ignorer. Mbappé ne pressait pas, il faisait zéro effort. Et dans le foot moderne, tu peux planquer un passager en attaque, mais pas quand tout ton système repose sur une pression coordonnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pressing est devenu asymétrique. Quand Neymar et Messi avançaient, Mbappé restait haut. Quand le milieu montait, la ligne d'attaque se fracturait. Quand le PSG perdait le ballon, il n'y avait pas de première vague de résistance. Les adversaires passaient à travers comme dans du beurre. Tu pouvais littéralement voir le trou à l'écran, parce que Mbappé ne bougeait pas. Les deux autres stars ont arrêté de presser aussi. Et très vite, le milieu était exposé. C'est la défense qui trinquait. Galtier a essayé de réparer ça. Il a changé les schémas, baissé le bloc, modifié les déclencheurs. Mais la vérité était brutale. Tu ne peux pas exiger de la discipline de 10 joueurs quand le 11e est intouchable. Parce que Mbappé, c'était pas juste la star, c'était le pouvoir. Le club l'avait déjà choisi, donc Galtier ne pouvait pas le mettre sur le banc. Il pouvait pas le recadrer, il pouvait pas reconstruire l'équipe sans lui. Et c'est là que l'effondrement est devenu inévitable. Les matchs de Ligue des Champions l'ont exposé sans pitié. Une transition et ils étaient ouverts. Un duel perdu et le milieu s'évaporait. Un pressing raté et la défense sprintait en arrière. Tout le monde le voyait. Les fans, les consultants, les coachs adverses. Ils savaient tous que le PSG était déséquilibré. Et ils savaient tous pourquoi. Galtier, c'était pas un mauvais coach. Ses idées n'étaient pas mauvaises. Elles ne marchaient juste pas dans une équipe où un joueur opérait au-dessus des règles. Et quand la saison s'est terminée, le verdict était prévisible. Galtier, dehors. Mbappé, intouchable. C'est comme ça que le pouvoir fonctionne. Quand Neymar est arrivé au PSG en 2017, c'était pas juste un transfert, c'était un sacre. 222 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Une promesse que Paris, ça serait son royaume. Le PSG n'a pas acheté Neymar juste pour gagner des matchs. Ils l'ont acheté pour sortir de l'ombre de Messi, devenir le visage d'un nouvel empire et ramener la Ligue des Champions. Et pendant un moment, ça a marché. Neymar, c'était le système. Le ballon allait vers lui, l'équipe tournait autour de lui. Et Paris se sentait enfin grand. Puis le PSG a fait un truc de dingue. Ils ont acheté un autre prince. Pour 180 millions. Mbappé débarque, au début, tout roulait. Bromance, sourire, but. Le gamin de Monaco qui joue avec le Brésilien le plus talentueux depuis Ronaldinho. Neymar l'a accueilli, l'a protégé, l'a laissé briller. Mais petit à petit, l'équilibre a changé. Tu le voyais dans les petits trucs au début, les pénaltys. Neymar, la star du projet qui doit se battre pour tirer un pénalty face à un ado. Des matchs où Mbappé réclamait le ballon. Des moments où Neymar était clairement mieux placé, mais le jeu allait quand même vers Mbappé. Deux des joueurs les plus chers de l'histoire, un seul spot. Ça pouvait pas tenir. Et la vérité que le PSG a jamais dit tout haut, ils avaient déjà choisi Mbappé. Parce que Mbappé, c'était pas juste le talent. Il était français, il était jeune, il était le futur des Bleus. Il était intouchable. Sauf que Neymar, il a jamais accepté ça.
Il n'était pas venu à Paris pour jouer les seconds rôles. Il avait quitté Barcelone pour être le mec, le boss, le numéro 1. Donc t'avais 2 joueurs qui voulaient le même trône. 2 égaux monstres et un seul ballon. Des fois ça marchait, et quand ça marchait c'était du feu. Mais le reste du temps, ça frottait. Les regards, les pénaltys, les choix de passe, la tension était là, même quand personne n'en parlait. Puis Messi est arrivé, et là, tout a craqué. Parce que Neymar n'a pas choisi Mbappé, il a choisi Messi, son idole, son pote, son passé. Et Mbappé l'a senti. Neymar l'a dit lui-même plus tard. Só que depois quando veio o Messi, eu acho que ele ficou pouco enciumado, não queria me dividir com ninguém. Le PSG avait 3 superstars, et 0 cohésion. Quand Neymar est parti, le message était clair. Paris, c'était plus chez lui. À la fin de chaque histoire de Mbappé, ça revient toujours à la même image. Un gardien, seul, qui sait exactement ce qui va se passer, mais qui ne peut rien faire pour l'éviter. Pour Benjamin Lecomte, cette image est devenue une habitude. Saison après saison, Mbappé le retrouvait. Des matchs différents, mais le cauchemar est le même. Au final, Lecomte a encaissé 10 buts de Kylian Mbappé, plus que n'importe quel autre gardien dans sa carrière. Que ce soit à Montpellier ou à Monaco, Lecomte encaissait toujours contre Mbappé. Et ça, c'est le truc cruel. La plupart du temps, Lecomte ne faisait rien de mal, mais Mbappé, il n'attendait pas que les gardiens soient prêts. Il frappe, c'est tout. C'est ça qui sépare Mbappé de la plupart des attaquants. Il bat pas juste les défenseurs, il brise le dernier rempart mentalement. Et quand un gardien commence à réfléchir au lieu de réagir, le but, il est déjà inévitable. Lecomte n'a pas juste encaissé des buts contre Mbappé, il est devenu la preuve d'un truc bien plus flippant. Que parfois, peu importe à quel point t'es préparé, il y a rien que tu puisses faire. Quand on parle des victimes de Mbappé, c'est pas une question de haine, c'est même pas une question de blâme, c'est une question d'impact. Mbappé, il fait pas que marquer des buts, il force ses coéquipiers à s'adapter, les coachs à faire des compromis et les adversaires à paniquer. Certains joueurs ont perdu leur forme, certains ont perdu leur rôle, certains ont perdu leur autorité, et d'autres, comme le gardien au bout de la chaîne, ont perdu espoir dans des moments où ils avaient tout fait comme il fallait. Et au fur et à mesure que sa carrière avance, une chose est garantie, cette liste, elle est pas finie. Elle attend juste le prochain nom. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas CartsPlug si vous voulez créer votre carte FIFA perso. Avec le code EliteFoot, vous avez 45% de réduction au total. Le lien est toujours en description et ça m'aide vraiment pour la chaîne. À bientôt.